politiques qui vont échanger autour du concept du social. Le Parti du Renouveau démocratique, à l'occasion de son université de vacances tenue le week-end passé, a estimé que le social demeure et reste un concept toujours incompris de l'opinion publique. Est-ce vraiment le cas? Sommes-nous déjà dans le social ou pas? Et qu'il vous souvienne que le 23 mai passé, le président de la République, Patrice Talon, disait à l'occasion de sa prestation de serment que ce second mandat sera hautement social. Est-ce que nous sommes déjà en plein dans ce social annoncé par le chef de l'État? On va faire le débat dans cette émission. Et puis, on parlera aussi de la nomination de quelques expatriés dans l'administration publique. Est-ce que nous sommes déjà à l'occasion de ce second mandat? Est-ce que la nomination des expatriés dans l'administration publique constitue un problème pour le pays? On va aussi faire le débat dans ce duel. Pour vous revenir sur les différents sujets, je disais tout à l'heure qu'on va parler donc du hautement social, un concept qui reste et demeure incompris de l'opinion, tel que le Parti du Renouveau démocratique l'a dit. Et puis on va parler donc de la nomination des expatriés dans l'administration publique. Avec mon plateau, Lukman Tidjani, qui est acteur politique de la majorité présidentielle. Bonjour. Bonjour cher ami, bonjour aux amis téléspectateurs. En face de vous, Mohamed Liamidi, qui est acteur politique du parti Restaurer la confiance. Bonjour Mohamed. Bonjour Gilles Christ, bonjour Lukman, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les Béninois. Merci à vous d'être venu échanger, croiser les fers sur ces différents sujets d'actualité. C'est un plaisir. Mohamed Liamidi, avez-vous fait le constat, comme le PRD, que le concept du social reste incompris de l'opinion publique? Merci. S'agit-il pour nous de faire un constat sur la compréhension du hautement social tel que annoncé par le gouvernement et tel que le dit incompris par un parti qui soutient le gouvernement? Est-ce que c'est là que se pose la question? La question, pour nous de façon claire, se pose dans le choix, ou j'allais dire dans les choix politiques, économiques, et qui induit donc social que le gouvernement du Bénin, le gouvernement du président Talon a fait. C'est ça le problème. Toute réforme qui n'aboutit pas au mieux-être des populations est une réforme à remettre en cause. Et le président l'a déjà compris en disant le 23 mai dans son discours que le modèle sur lequel, le modèle du quinquennat 2016, d'accord, 2016-2021, ce modèle-là n'a pas marché. C'est pour cela qu'il vient... Il n'a pas vraiment dit ça en ces termes. Bon, c'est vous qui interprétez. Continuez. Et que c'est pour cela que pour le quinquennat 2016, 2021, 2026, il parle du hautement social. Donc l'objectif du hautement social. Les choix politiques, économiques et donc sociaux du gouvernement en place, c'est ces choix-là qui n'amènent pas à atteindre l'objectif du hautement social dont on parle. Et c'est pour ça que vous parlez de problème d'incompréhension. Le modèle politique ici du gouvernement du régime de la rupture, c'est quoi? C'est un modèle, d'accord, basé sur... Ce modèle aspire, c'est-à-dire que veut faire adhérer la population à travers la force et la contrainte. Donc, ce modèle politique, d'accord, qui va avec le modèle économique, induit de facto un modèle social. Le modèle politique ici, mis en place par le gouvernement, c'est quoi? C'est une rupture démocratique. La démocratie de la rupture qui n'est rien d'autre qu'une rupture démocratique. Qui en fait est quoi? C'est un état de loi. C'est une dictature des lois. D'accord? Une dictature des lois basée sur un parlement monocolore qui donc induit quoi? Qui induit de fait une crise de représentativité. Et c'est cette crise de représentativité qui fait que les citoyens n'arrivent pas à se reconnaître à travers les actions que posent ceux qui sont élus. Il y a une crise à ce niveau-là
Quand vous prenez ce modèle, c'est ce même modèle basé donc sur un parlement monocolo qui induit que l'on vote des lois. Des lois où l'on vote à l'unanimité, comme vous le constatez, dans lesquelles le peuple pour qui on a voté ces lois, les populations pour qui on a voté ces lois ne s'y retrouvent pas. Et ces lois sont des lois les plus controversées. On ne peut pas... C'est ça en fait ce modèle politique. Et c'est ce modèle politique qui amène donc à cette crise qui va avec le modèle économique. Le modèle économique ici c'est quoi? Choisi par le gouvernement. C'est un modèle où on contraint tout le monde à l'effort. Vous voyez? Tout le monde. Les tasses. C'est-à-dire une sorte de ce que moi j'appelle un matraquage fiscal des familles, des citoyens. On contraint, suivez-moi, on contraint tout le monde à l'effort. D'accord? Et on réduit. C'est-à-dire qu'on ne donne pas l'accès aux opportunités du pays au grand nombre. D'accord? Il n'y a qu'une petite minorité qui a accès aux opportunités. D'accord? Et la grande majorité est laissée en rade. La grande majorité laissée en rade, qu'est-ce que cela fait? Il y a donc la dégradation, sinon la disparition progressive de la classe moyenne. La classe moyenne n'existe pas. La classe moyenne n'existant pas, il n'y a pas alors une transcendance entre la classe, ceux qui sont riches, et la base, la classe populaire. Puisque c'est l'existence de la classe moyenne, chez moi, qui fera que la classe populaire pourra s'en sortir à travers les besoins, la consommation au niveau de la classe moyenne. Donc, le fait qu'il y a une petite minorité qui jouit des opportunités fait que quoi? Fait qu'il y a une circulation horizontale de la monnaie, c'est-à-dire que les opportunités, la circulation de la monnaie se retrouve à travers une petite couche, seulement entre eux. Et il y a un grand nombre qui est laissé en rade. À partir de ce moment, cela induit donc ce que vous voyez là, qu'est le modèle social qui fait que quoi? Qui fait qu'on a le sous-emploi, qui fait qu'on a la faim qui galope et qui tient les citoyens comme ça les tient, qui fait qu'on a le sous-emploi. Les gens n'arrivent pas à vivre dignement du travail qu'ils font pour l'effort de la construction de la nation. À partir de ce moment, quand vous parlez de l'objectif, donc quand vous suivez ce que je viens de dire là, cela explique de facto le fait que le hautement social dont on parle n'est pas perceptible au niveau des citoyens, et ce qui amène donc l'incompréhension dont on parle. Et c'est ça qu'il faut que... Et à partir de ce moment, il faut aller maintenant. Il faut comprendre que ce modèle-là, que ces choix de modèle-là, pour lesquels le gouvernement a opté, n'ont pas marché, et aller vers un autre modèle. Nous disons clairement qu'il faut aller carrément vers un autre modèle. On va revenir à ce modèle-là qui serait peut-être plus idéal. Mais déjà, Lukman Tidjani, lorsque vous suivez ce diagnostic qui est fait avec ces différentes données qu'il a montré tout à l'heure, est-ce qu'on a raison de dire que nous sommes dans un modèle social très inapproprié? Non, je pense que au regard du diagnostic de M. Liamili, je comprends que le concept social reste encore incompris et qu'il est important que les efforts que nous faisons au niveau de la majorité pour amener non seulement les populations à comprendre ce concept, nous devons davantage le faire auprès des acteurs politiques pour qu'à un moment donné, on arrête d'intoxiquer ou d'aller dans des théories économiques qui n'ont pas forcément une adéquation avec la réalité. Tout à l'heure, on a parlé de modèle politique, on a parlé de modèle économique. Je voudrais juste dire que quel que soit le modèle que vous avez, il y a deux éléments importants qui déterminent la viabilité de votre modèle. C'est l'impact sur la communauté, c'est la durabilité de ce modèle, et j'ajouterai un troisième élément, c'est la pérennisation de ce modèle. Je ne reviendrai pas sur la théorie sur le modèle politique, mais souvenez-vous qu'en 2016, bien avant 2016, en 2015, nous étions dans un contexte économique délicat. On revenait d'une crise économique mondiale, on revenait d'un certain nombre de fléaux économiques qui ont fait que la plupart des États, en particulier les États en Afrique au sud du Sahara, avaient des taux de croissance économique relativement bas. Et nous avons même dit, quand vous prenez le programme de société, je le dis toujours de l'ensemble des acteurs, des candidats en 2016, de la nécessité d'opérer des réformes économiques, de faire en sorte que nous ayons une croissance économique qui puisse soutenir non seulement les charges, mais satisfaire aussi un certain nombre de besoins que nos populations avaient. Le président Patrice Talon a fait le choix entre 2016 et 2021 d'avoir un modèle économique beaucoup plus fort qui permet à un moment donné d'optimiser les ressources de l'État à travers
des sources des sources de mobilisation domestique de ressources, ce que vous appelez peut-être matraquage financier, parce qu'à un moment donné, il fallait permettre à que tous ceux qui, à un moment donné, contribuent à la production de la richesse ou qui, parce qu'ils sont dans un environnement politique, dans un environnement social donné, ont de la richesse, puissent à un moment donné payer des taxes, payer des impôts. On a diversifié les sources de revenus à travers des modernisations d'un certain nombre de secteurs, au nombre desquels le secteur portuaire, diversifier l'effort de revenus à travers la mécanisation, le renforcement du secteur agricole. On a eu les impacts, nous les avons eu entre 2016 et 2021. Mais à l'orée des élections présidentielles de 2021, nous avons été aussi attentifs aux cris des populations, qui disaient à un moment donné, oui, nous avons eu des impacts économiques, nous avons travaillé ensemble, nous avons produit de la richesse, mais il fallait aller vers la redistribution de ces richesses-là. C'est là où on a parlé d'impact social. Quand le président Patrice Talon dit que son mandat 2016, 2021, 2026 sera un mandat hautement social, c'est tout simplement pour dire, après avoir orienté notre mandat 2016-2021 vers un mandat purement économique et que nous avons été capables de réaliser des efforts, de produire de la richesse, il est important que nous travaillions vers la distribution de cette richesse-là. C'est l'impact social. Et l'impact social, ce n'est pas prendre un hélicoptère, mettre des billets de banque dedans et passer dans toutes les villes et jeter de l'argent. L'impact social, ce n'est pas ouvrir les pompes, les poches de corruptibilité pour que les gens puissent avoir de l'argent, puissent manger à leur faim, puissent aller même vers le gaspillage. Non. L'impact social, ce que les acteurs doivent comprendre, c'est comment faire en sorte que ces ressources que nous avons pu engager entre 2016 et 2021, nous puissions être capables de les distribuer dans des secteurs à haut impact social. Les secteurs à haut impact social, c'est la santé. Comment est-ce que nous mettons en place des politiques sanitaires efficaces, durables et non populistes comme on n'avait pas le passé? Comment est-ce que nous faisons en sorte que le plateau technique dans le secteur de la santé puisse être renforcé? Comment est-ce que nous faisons en sorte que lorsque vous et moi, nous avons envie d'aller dans un centre de santé publique, nous puissions aller avoir l'accessibilité non seulement géographique, avoir l'accessibilité technique pour qu'on puisse avoir le système adéquat pour nous donner les services. L'impact social, c'est lorsque ma petite sœur qui est à Banikwara a un garçon qui vient inscrire son garçon à l'école, que parce qu'elle a des activités génératrices de revenus, parce qu'elle n'a pas le temps, qu'elle puisse avoir un dispositif qui puisse encadrer et accompagner cet enfant pendant le système scolaire. L'impact social, c'est les cantines scolaires. L'impact social, c'est comment est-ce que nous faisons que toutes les opportunités économiques que nous avons puissent générer de l'emploi durable, de l'emploi efficient et rendre le marché de l'emploi aussi fluide pour répondre à un certain nombre de besoins sociaux. C'est les forages, c'est le système sanitaire que nous mettons en place, c'est tout un certain nombre de mesures. Et si nous avons ensemble cette compréhension de l'impact social, nous allons arrêter d'être dans l'incompréhension ou de plonger nos populations dans l'incompréhension. Je suis sûr que vous serez d'accord avec moi que l'impact social, ce n'est pas la distribution de l'argent. L'impact social, ce n'est pas les bâches où des femmes vont mettre des tissus pour chanter, pour avoir après des sachets de puwata. L'impact social, ce n'est pas les rangs que les taxi-motos vont faire devant un palais de la présidence pour avoir l'argent. L'impact social, ce n'est pas les promenades avec des billets dans les sacs pour les partager aux populations. L'impact social, c'est dans les conditions de vie, l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation, l'accès à l'eau potable. Comment est-ce que les jeunes puissent être dans un environnement qui leur permet d'avoir des facilités sur le marché de l'emploi. Et c'est sur ça aujourd'hui que le président Patrice Talon a travaillé pour le quinquennat 2021-2026, qu'il faut le rappeler, a à peine commencé parce que nous sommes à 6 à 7 mois de ce quinquennat. On a comme l'impression que ça a commencé il y a 3 ans. Non, le quinquennat hautement social a commencé il y a à peine 3 mois. On est en train de mettre les balises politiques, les valises institutionnelles pour aller vers le hautement social. Mohamed Liamidi, avez-vous l'impression de vous être trompé sur le contenu du mot social après l'avoir écouté? Ce n'est pas une question d'impression. Ceux qui ont décrété le hautement social comme objectif, ce n'est pas nous. Et celui qui a dit que le premier mandat, par rapport au social, ça n'a pas marché, ce n'est pas moi qui suis venu ici le dire. C'est le chef de l'État qui l'a dit et qui l'a reconnu. Et c'est ce que le PRD ne dit pas. Et tous ceux qui soutiennent le gouvernement ne disent pas. Il a parlé d'impact social. D'accord? L'impact social pour vous, c'est quoi? L'impact social pour vous, ce n'est pas le mieux-être des populations. L'impact social pour vous, c'est quoi? L'impact social pour vous, c'est que ceux qui sont en haut, eux, ils vivent bien. Et que ceux qui sont le bas peuple,
la population, eux, ils vivent dans la précarité. C'est ça pour vous l'impact social? J'ai parlé d'accès à l'eau potable dans les villages. L'accès à l'eau potable. Dans les villages. Ceux qui sont en rond ont déjà l'eau potable. À Adjara, à 20 km de Grand Popo, les gens Lorsque n'ont pas le l'eau gouvernement potable. est venu de 2016 à 2021, même si aujourd'hui on n'a pas été capable de nous dire de façon claire comme on a arrangé la situation de ceux qui gouvernent, on a arrangé la situation de ceux qui sont au sommet de l'État avec des salaires que vous imaginez. Mais on a dit quoi aux pauvres populations? On leur a dit d'attendre. On leur a dit d'attendre du début jusqu'à la fin du premier quinquennat. Si bien qu'on a remarqué que cela n'a pas marché, qu'on est venu dire maintenant qu'on se fixe l'objectif du hautement social. Ce n'est pas un problème que de se fixer l'objectif du hautement social, mais c'est de voir quelle est la vision qui va y conduire. Et c'est cette vision-là qui pose problème. Vous avez été d'accord dans tout ce que vous avez dit avec moi que le modèle politique économique que vous avez choisi n'induise pas l'impact du hautement social. Le modèle économique choisi en 2016 et 2021 a été un modèle libéral pour produire de la richesse parce que nous avons compris qu'on avait des défis, on avait des priorités de développement. Et pour avoir ces priorités de développement... Et quelles sont les opportunités, quels sont les potentiels du pays qu'on a exploité dans ce modèle? On a exploité le port. Nous avons un pays qui est aujourd'hui un pays au niveau de la côte. Il fallait exploiter le potentiel économique qu'offre le port. Et ça a été exploité. Vous n'avez pas vu les réformes dans le secteur portuaire. Aujourd'hui, vous avez les indicateurs économiques au niveau du port. Vous ne les connaissez pas? Non. Ok. On aura l'occasion de faire un débat sur le potentiel économique et les résultats. Le potentiel qu'on a exploité, c'est l'agriculture. Ce que nous dit. Dans le coton aujourd'hui, vous savez les ressources que nous avons dans le coton et dans d'autres secteurs agricoles, l'ananas. On n'occulte pas le fait que le coton peut être un potentiel. Mais est-ce que lorsqu'on a exploité, lorsqu'on a même ce que vous avez fait, consacrer tous les efforts sur ça, est-ce que cela a pu régler le problème? Est-ce que cela a pu avoir l'impact social que vous avez espéré? Oui. Et c'est ça qui a amené le chef à dire que ça n'a pas marché, qu'il faut aller vers... Le chef n'a jamais dit que ça n'a pas marché. Nous estimons que nous l'avons fait, mais que nous ne l'avons pas suffisamment fait. Si l'aspect du social était bien pris en compte au niveau du premier quinquennat, le président serait-il revenu pour dire que maintenant il faut aller vers le hautement social? Mais est-ce que vous savez que le social n'est que dynamique? Le social n'est pas statique. Je vous ai dit, et vous avez été d'accord avec moi, il n'y a pas de modèle social sans modèle politique et modèle économique. Les trois là, les deux premiers induisent les trois. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À partir de ce moment où vous êtes d'accord et que vous avez vu que l'impact, l'objectif n'a pas été atteint, il va de soi que vous compreniez. Vous parlez de quel objectif? Que cela n'a pas marché. Nous avons fixé en 2016 le cap. En 2016, nous avons fixé le cap. Nous avons dit, nous allons vers une croissance économique. Est-ce qu'à la fin, en 2021, nous n'avons pas eu cette croissance économique? La croissance économique, et je vous dis, moi je me rappelle. Je vous dis en 2021, les indicateurs déjà en 2021 montraient que nous avons eu une croissance économique. Et nous avons dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le processus de redistribution de ces ressources, je peux le dire, nous ne l'avons pas fait assez. Et c'est parce que ça n'a pas été fait assez, contrairement à vous qui dites que ça n'a pas été totalement fait, c'est parce que ça n'a pas été fait assez. C'est parce que les populations veulent qu'on fasse davantage que nous avons dit que pour le quinquennat 2021-2026, nous allons faire davantage social. Et faire davantage social, c'est dans les infrastructures socio-communautaires. C'est dans les pouvoir d'achat. Non, la question, je suis d'accord. La question du pouvoir d'achat a-t-elle été prise en compte pour le premier quinquennat? Le chef d'État a parlé du hautement social pour le deuxième quinquennat. Oui. Jusqu'à ce jour, la question du pouvoir d'achat développe un peu ses idées. Déjà été prise en compte. Je vous dirais oui. Ah bon? Oui. Le SMIC toujours à 40 000. La question du pouvoir d'achat, c'est pas seulement le SMIC, cher ami. La question du pouvoir d'achat, c'est pas seulement le SMIC, cher ami. Est-ce que l'on peut vivre dignement? La question du pouvoir d'achat n'est pas sous-emploi. Lorsque vous faites un boulot, vous faites un emploi, vous contribuez à l'effort de la constitution de la nation et que vous ne pouvez pas vivre dignement du travail que vous faites. Alors que tout le monde est contraint à l'effort. Comment tout le monde peut être contraint à l'effort et que les fruits on ne peut pas tous jouir ensemble des fruits et que ce soit une petite minorité que vous ne contredisez d'ailleurs pas qui puisse jouir des efforts de tout le monde. C'est ça le problème qui se pose. Je ne connais pas dans notre pays. Il faut aller. Permettez qu'il finisse, vous allez répondre tout à l'heure. Vous allez répondre, oui. Il faut simplement aller vers un autre modèle, vers d'autres choix. Le modèle politique, d'accord, basé sur la confiance, basé sur le service. C'est lorsque vous rendez service, le service rendu, et que tout ce que vous êtes amené à faire, toute l'action publique, lorsque le citoyen se retrouve au cœur de l'action publique, et comme je l'ai dit tout à l'heure, toute réforme qui n'aboutit pas au mieux-être est une réforme à remettre en cause. Et lorsque le citoyen, par votre modèle politique, se retrouve au cœur de l'action publique, que tout ce que vous menez comme action contribue au bien-être, au mieux-être
de ces populations. Un tel modèle politique, c'est le modèle politique qui a amené à construire. Un tel modèle politique basé donc sur le service, accompagné le service, la confiance, où tout le monde se sent représenté, où la crise de représentativité aujourd'hui n'existe pas. Où la crise de représentativité n'existera pas. Parce qu'aujourd'hui, écoutez-moi, parce qu'aujourd'hui, écoutez, le modèle aussi démocratique. Citez-moi le nombre de parlements monocolores que vous connaissez. Le modèle aussi démocratique, quel que soit le modèle aussi démocratique, qu'il soit toujours des crises de représentativité. Combien de parlements monocolores vous connaissez dans le modèle politique aussi démocratique, qu'il soit comme vous le souhaitez, a toujours des crises de représentativité. Quand vous prenez l'arrondissement, la circonscription électorale dans laquelle vous vivez, les populations de là, connaissent-ils leurs députés? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Vous pouvez m'en citer qui connaissent? Moi, je suis dans la 15e, par exemple, c'est un exemple que je donne. Donc, vous ne connaissez pas vos députés? Est-ce qu'ils les ont élus? Vous ne connaissez pas vos députés? À partir de ce moment, les populations élues la crise de représentativité. Les populations élues les députés. Un modèle politique. D'abord, cette crise de représentativité dont vous parlez, est-ce que ça impacte sur le vivre quotidien des citoyens? Évidemment que ça impactera parce que c'est un modèle politique. Lorsque vous ne vous sentez pas, lorsque vous n'incarnez pas, lorsque vous ne portez pas, d'accord, les préoccupations de ceux avec qui vous êtes, de ceux pour qui vous êtes censé, de ceux que vous êtes censé représenter, vous ne portez pas leurs préoccupations. Si vous ne portez pas leurs préoccupations, si vous ne savez pas qu'est-ce qui leur fait mal autant, ce qu'ils veulent, ce à quoi ils adhèrent, comment vous pouvez choisir des options de développement qui puissent amener à satisfaire leurs besoins? C'est de ça qu'on parle. Et donc, il faut aller ensuite vers un modèle économique où l'on exploite les potentialités du pays. On ne peut pas consacrer le modèle économique, on ne peut pas réduire ça à ce qu'amène le coton. Nous disons non. On ne peut pas se baser uniquement sur ça. Ça ne peut pas compenser tout. Ce qu'il faut faire, ce que nous voulons, c'est de modéliser, c'est-à-dire que la réalité du peuple, de modéliser cette réalité du peuple pour en faire un modèle qui répond et qui apporte des solutions aux préoccupations du peuple. Je m'en vais vous dire, lorsqu'on est un pays, par exemple, où on a un don naturel, ça c'est un don naturel, près de 800 km linéaires de frontières avec le Nigeria. C'est une opportunité, c'est le plus grand marché que nous avons dans notre espace. C'est une opportunité, non, c'est un don qu'on doit pouvoir exploiter. Et tout plan de développement, écoutez. Les 800 km, ce n'est pas du jour au lendemain. Les 800 km ont toujours existé. Qu'est-ce que nous en avons fait pendant 50 ans? D'accord? Autant d'opportunités qu'on peut exploiter. Les régimes politiques, les gouvernements avec lesquels vous avez travaillé, avec lesquels les acteurs, les leaders de vos partis politiques ont travaillé pendant plus de 20 ans, 30 ans. Vous voulez qu'on fasse ce débat? Vous êtes tombé dans le débat, vous êtes tombé dans le débat, on va le faire, on va sortir ensemble. Les modèles économiques, la noblesse, s'il vous plaît, le régime démocratique, d'accord, la noblesse du débat démocratique, c'est de dire voilà les préoccupations réelles. Nous les connaissons. Des populations. Vous ne les connaissez pas. Vous pensez que donc vous estimez qu'aujourd'hui, nos propositions qui sont claires et vous le connaissez. Oui, moi-même j'ai des propositions aussi que nous sommes en train de mettre en œuvre. C'est qu'il faut exploiter, il faut suffisamment exploiter les ressources, les potentiels du pays. Personne ne pourrait me contredire sur le fait que cette opportunité, ce grand marché que représente le grand voisin qui est à côté, est une aubaine pour pouvoir aller vous avez été suffisamment clair. Maintenant, on va écouter. Sur la base de cela, il faut aller à ce que nous disons. Par exemple, installer les turbines à gaz à notre côte, à s'aimer, parce que pour utiliser le pipeline de la CDO, ça passe par là, le gaz est là. Lorsque nous installons cette turbine-là, c'est déjà 250 MW de production énergétique qui vont nous aider, vous me suivez, qui vont nous aider à la transformation, d'accord, l'agroalimentaire, qui seront des produits d'exportation que nous allons envoyer sur le grand marché. D'accord. Quel le Nigeria, déjà par rapport à cette proposition, je voudrais que Lukman Tijani puisse quelle partie du peuple je voudrais que vous puissiez l'écouter vraiment. Dans cette proposition. Vous avez la parole, Lukman. Il ne faut pas s'arrêter là. Oui. Il va d'abord des propositions qui méritent d'être applaudies. Mais la mise en œuvre de ces propositions appelle la production de richesse. Quand vous dites il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça, nous avons été pendant longtemps un pays à ressources limitées. Nous avons été un pays dans lequel nous n'avons pas été capables de capter les ressources économiques pour financer notre propre développement. Et lorsque vous laissez les dons, lorsque vous laissez les potentiels naturels... Vous pouvez me faire l'aimabilité de me laisser finir? Parce que vous avez tout le temps fait de la théorie. Vous êtes rentré dans les théories classiques, politiques, économiques. J'ai applaudi. Mais la réalité, vous la connaissez.
Nous avons 800 km avec le Nigeria. Qu'est-ce que nous en avons fait? Est-ce que nous avons été capables de produire des ressources avec ça? Nous avons des kilomètres avec la côte. Est-ce que nous avons été capables de produire des richesses pour financer notre développement? Nous avons des terres fertiles. Nous avons des producteurs, nous avons des agriculteurs qui travaillent tous les jours. Est-ce qu'avec ces ressources, nous avons été capables de produire de la richesse? Nous ne l'avons pas fait. Ou les conditions, les richesses qui ont été produites ont été dilapidées pendant 20 ans, pendant 30 ans, par une minorité de personnes. Mais quand nous sommes venus en 2007, nous avons dit il faut canaliser cela. Il faut avoir aujourd'hui des sources de revenus, que ce soit domestiques, des sources innovantes, plutôt que d'être tout le temps en train de commander avec des associations, avoir des sources innovantes de mobilisation de ressources pour être capable de financer notre développement. C'est ce que nous avons fait en 2016 et 2021. Nous avons mis en place un certain nombre de mesures qui sont capables aujourd'hui de nous dire nous avons des ressources, nous pouvons canaliser ces ressources et aller vers le progrès social. Quand vous avez le port, qui a pendant des années a été une porte de richesse pour des individus plutôt que pour l'ensemble de la population, et que nous mettons en place des réformes pour lutter contre la corruption, nous mettons en place des réformes pour lutter contre l'évasion fiscale, nous mettons en place des réformes pour avoir des compétences capables de produire ces richesses, et que pendant 5 ans nous avons ces ressources-là, et que nous décidons de venir pour 5 nouvelles années dire que avec les ressources que nous allons davantage les orienter vers un impact social, et qu'après 6 mois, vous revenez encore sur notre bilan précédent pour dire que parce que nous n'avons pas, de votre regard, un système politique qui n'est pas en phase avec ce que vous souhaitez, nous ne pouvons pas aller vers le progrès social. Je vous dis, nous avons encore 4 ans pour impacter socialement les populations. Nous l'avons déjà fait à travers un certain nombre de mesures. Vous avez parlé de la question de l'emploi, de la question du sous-emploi, par rapport à la question du panier de la ménagère. Vous savez pendant 5 ans le nombre de jeunes, le nombre de personnes qui ont profité de ces opportunités. Tous ceux qui continuent pas à perdre leur emploi, c'est des vous avez tout le temps parlé de ceux qui continuent, de ceux qui perdent leurs emplois par rapport à des réformes que nous mettons en place pour avoir de la durabilité sur les secteurs économiques, mais vous ne parlez pas de l'impact en termes d'emplois créés, en termes d'opportunités que nous offrons lorsque nous mettons en place un système durable, un système économique durable. Vous ne savez pas le nombre de jeunes aujourd'hui qui arrivent aujourd'hui à se prendre en charge. Vous ne savez pas le nombre de jeunes qui profitent parce qu'il y a eu des réformes dans le port. Des jeunes qui profitent parce qu'il y a eu des réformes dans le secteur agricole, parce qu'on a diversifié les filières de l'ananas, les filières d'autres filières. Vous ne savez pas les impacts à ce moment. Vous les savez peut-être et vous n'avez pas envie de le dire parce que vous êtes tout le temps en train de voir le verre à moitié vide. Nous disons aujourd'hui, nous l'avons fait pendant 5 ans, pendant que nous étions en train d'aller vers le progrès économique. Aujourd'hui, nous irons vers le développement social. Et pas plus pour récemment, vous avez vu ce que nous avons fait pour aller mobiliser des ressources innovantes dans le processus des ODD à travers l'eurobond, pour dire aujourd'hui, nous avons mobilisé près de 500 milliards dans la mise en œuvre des ODD à travers l'eurobond. Et nous avons dit les 500 milliards qui ont été mobilisés, on les mettra purement dans des projets à impact économique et environnemental. Pardon, à impact social et environnemental. C'est ça aujourd'hui. Votre rôle aujourd'hui en tant qu'acteur politique, c'est de dire le Bénin, le régime a mobilisé 500 milliards, a estimé que c'est pour des projets à impact social et environnemental. Nous allons voir dans 2 ans, 3 ans, quels sont les secteurs à impact social et environnemental dans lesquels ces ressources ont été mises en place. C'est de là que nous attendons des propositions de votre part. Alors, en 90 secondes chacun maintenant, vous allez opiner sur ce sujet avec les autres propositions que vous avez. Parce que là, vous n'aviez pas, me semble-t-il, épuisé toutes vos propositions. Vous avez parlé du Nigeria, de l'installation peut-être des turbines à gaz. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire davantage? Je vous donne vraiment 1 minute et 30 secondes pour tout dire. Il va vraiment vous suivre religieusement. Et après, vous aurez aussi à l'écouter religieusement. Il faut exploiter les potentiels du pays. Vous avez été d'accord avec moi que le Nigeria est un potentiel énorme qu'il faut exploiter. Mais ce que vous semblez dire, et moi je ne le dis pas à votre place, vous parlez de la capacité à exploiter. Et vous ne niez pas que ce sont des potentiels qu'on peut exploiter. Mais c'est pour cela qu'on élit quand on élit le chef, quand on élit un gouvernement là, c'est pour pouvoir exploiter les opportunités, les potentialités qu'on a. Ce n'est pas pour dire que c'est là, mais qu'on n'avait pas pu et que là maintenant il faut aller vers autre. Ce n'est pas pour ça. Lorsque vous voulez concentrer, d'accord, ce que vous dites là, vous voulez tout concentrer sur, par exemple, sur le coton et la capacité à s'endetter. Quand on s'endette, c'est pour produire. Quels sont les secteurs là? Et quel est l'impact? Et quel sera le résultat? Et quand on s'endette, il faut déjà commencer par se préoccuper de la capacité à rembourser. C'est de cela que l'on parle. Il se glorifie de la capacité à s'endetter. Mais ce n'est pas là le problème. Lorsqu'on utilise à bon escient, quand on exploite à fond les potentialités du pays que je viens d'énumérer, que vous n'avez pas contesté,
Cela fera quoi? Cela fera qu'on ira faire de moins en moins d'emprunts. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela que nous parlons. Et c'est clair. Et nous parlons de quoi? Nous parlons des potentiels. Je viens d'en citer. Vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Il faut aller au-delà de cela. Rapidement. Pour aller vers d'autres trucs. Il y a par exemple le problème de formation. De l'adéquation entre la formation et l'emploi. Ce qui débouchera sur un autre problème dont on parlera, que vous avez énuméré. Aujourd'hui, le numérique est une opportunité. Une grande opportunité. Et donc, il faut aller vers des formations dans ce secteur-là qui permet aux jeunes de pouvoir s'en sortir. Et nous, on a dit, quand on prend par exemple ce secteur-là, lorsqu'on investit, il faut faire un investissement à hauteur de 15 milliards. 4 milliards. 15 milliards. Pour permettre aux jeunes, dans des formations accélérées dans le numérique, par exemple, de pouvoir s'en sortir. Très bien. Parce que vous parlez du processus de la digitalisation. C'est ça qu'on prend en compte un grand nombre au niveau des jeunes. Ceux, par exemple, qui sont âgés de moins de 40 ans, vous voulez qu'ils s'en sortent comment? Alors que même on est dans un système où les opportunités sont réduites. C'est-à-dire que l'accès aux opportunités n'est pas donné au grand nombre. Il faut aller au-delà. Dans l'enseignement, par exemple, nous parlons par exemple de la recherche appliquée. Parce qu'il n'y a pas de développement sans la recherche. Très bien. Alors, donc, il faut consacrer une partie des ressources de l'État à la recherche pour que nos besoins, c'est-à-dire que nos réalités là, soient prises en compte dans les recherches pour qu'on puisse trouver des solutions adéquates à nos problèmes. Très bien. Et à partir de ce moment, on ira à la formation des cadres aussi qui vont répondre à nos besoins. Pour qu'on en finisse avec le second sujet. Très bien. Lookman, vous allez opiner sur ça. On va passer à nos sujets. Vous savez, en style de management, lorsque vous avez plusieurs opportunités, vous faites une analyse pour identifier les plus pertinentes et les plus capables de vous produire rapidement des résultats. Vous avez parlé d'une seule opportunité, les 300 km avec le Nigeria. S'il vous plaît, je peux aller? Oui. Ou des 300 km avec, des 800 km avec le Nigeria, il faut construire un pipeline. Le gouvernement a peut-être décidé de ne pas le faire maintenant parce que c'est pas aujourd'hui, après analyse au niveau du régime, c'est pas aujourd'hui la seule opportunité que nous avons. Nous avons d'autres secteurs qui peuvent produire de la richesse. Donc, dans un style de management, on fait une prioritisation, on décide de ce qui peut nous produire aujourd'hui des résultats viables. Avec le Nigeria, vous connaissez la crise que nous avons avec le Nigeria depuis plus de 20 ans. Des crises cycliques. Vous savez, des crises où il faut tout le temps céder aux caprices de quelqu'un, d'un voisin, qui vous constitue être un potentiel économique pour nous, mais qui tout le temps, lorsque vous faites une analyse SWOT, constitue tout le temps des menaces, nous met tout le temps des bâtons dans les roues. À un moment donné, il faut tourner et aller chercher d'autres portes de revenus. Vous avez parlé de l'adéquation de la formation avec la formation technique. Je vous inviterai à lire les propositions et à être au cœur de l'actualité. Vous avez vu la proposition que nous avons faite au niveau du régime pour dire, plutôt que d'aller dans des formations classiques, dans les prochaines années, nous allons offrir des opportunités de formation technique qui puissent répondre aux besoins du marché. Nous avons parlé aujourd'hui de beaucoup plus de lycées techniques et de formations professionnelles que nous allons créer dans les villes, dans les villages, pour permettre aux jeunes d'avoir des formations techniques et être capables de répondre aux besoins du marché et avoir aujourd'hui des capacités de financer et de se prendre en charge eux-mêmes. Nous avons parlé au niveau des universités. Aujourd'hui, vous avez des universités techniques, des universités agricoles qui permettent aujourd'hui à des jeunes d'avoir la formation technique. Donc, sur ce problème, je suis tout à fait en phase avec vous. Nous ne sommes plus à l'étape de proposition comme vous sur l'adéquation de formation de l'emploi. Nous sommes purement à l'étape de la mise en œuvre. Il faut que vous soyez au cœur de l'actualité. Le dernier point, c'est la question du numérique. Vous le savez bien, à moins que vous n'ayez de le dire, que nous avons fait des progrès énormes en termes de numérique. Non seulement vous n'avez pas de digitalisation dans les secteurs de l'administration, mais nous avons fait aussi beaucoup d'énormes à travers des opportunités de formation que nous offrons. Non seulement de formation, d'innovation, mais aussi d'entrepreneuriat que nous offrons aux jeunes dans le secteur du numérique. Je n'ai jamais vu en 5 ans autant de jeunes saisir des opportunités dans un secteur aussi innovant. À quelques mètres de là où nous sommes, vous et moi, vous savez qu'il y a une école qui forme des jeunes dans les métiers du numérique. Vous savez qu'à quelques mètres du palais, il y a un centre qui était jadis laissé aux abandons, qui a été rénové pour être aujourd'hui une école, un centre d'excellence, un pôle d'excellence de brassage avec des jeunes dans le domaine de l'innovation et du numérique. Donc, on n'est plus à ces étapes de proposition. Nous sommes dans la mise en œuvre de ces mesures-là. Et nous pensons que dans 2 ans, dans 3 ans, ces mesures vont porter leurs fruits parce que vous aurez davantage de jeunes qui seront des entrepreneurs,
bien des entrepreneurs, non pas des entrepreneurs vicieux, parce que au-delà de la formation, de l'adéquation formation technique, il faut mettre en place le système législatif, le système moral, pour qu'on n'ait pas des entrepreneurs vicieux qui s'enrichissent et qui après partagent un dixième de leur richesse dans des dons, et on pense que c'est du social. On a besoin des entrepreneurs vicieux qui sont capables de produire de la richesse, qui sont capables d'avoir un impact social sur leur communauté. C'est ce que nous faisons. Vous savez, les mesures qui sont mises en œuvre au niveau du ministère des petites et moyennes entreprises, au niveau du ministère de la digitalisation pour accompagner les startups. Vous savez le nombre de startups que nous avons aujourd'hui qui sont dirigées, qui sont mises en œuvre, qui poussent parce que c'est des jeunes qui sont là et qui offrent ces opportunités. Quand vous venez dans les villages, vous savez aujourd'hui l'engouement que les gens ont allé vers des secteurs de développement au niveau local parce qu'on a fait une prioritisation des enjeux et des opportunités au niveau local. Vous parlez de 800 km avec le Nigeria. Le village de Grand Popo n'a pas 800 km avec le Nigeria. Grand Popo aujourd'hui, au niveau de Grand Popo, c'est de s'asseoir et de saisir les opportunités au niveau local. Comment est-ce qu'on priorise? On fait une prioritisation des opportunités et des besoins des communautés au niveau local. Nous les avons fait et nous pensons qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons mis en place, avec la croissance économique que nous avons, avec les mécanismes et même les ressources que nous avons au niveau national, au niveau local, nous sommes capables d'aller vers ce développement-là qui puisse avoir un impact social et qui puisse être durable plutôt que des effets populistes et de saupoudrage. Merci. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent aussi intervenir dans cette émission à travers des messages WhatsApp. Le numéro est affiché à l'écran. Ils peuvent nous envoyer des messages. Nous en recevons plusieurs par ici. On va partager les messages tout à l'heure. Le second sujet inscrit à l'ordre de ce débat, et il me plaît de démarrer avec Lukman Tidjani, c'est la nomination de certains expatriés, des gens qui ne sont pas béninois, à la tête de plusieurs structures étatiques. Vous vous souvenez, à la Société béninoise d'énergie électrique, au port autonome de Cotonou, dans d'autres structures, le parc national, etc., etc. Il y a des étrangers qui gèrent les sociétés d'État. Et la question est claire. Est-ce que c'est parce que les cadres béninois ne sont pas compétents, ne sont pas capables de gérer notre administration qu'on fait appel à ces compétences étrangères? Lukman Tidjani. Je voudrais vous inviter vraiment à répondre à la question en 1 minute et 30 secondes. C'est un défi et on va voir si Mohamed aussi va pouvoir le faire. Oui. Je vous retourner la question de dire est-ce que c'est parce que là où je travaille, puisque je suis à l'extérieur du pays, est-ce que c'est parce que là où je travaille, les citoyens ou les jeunes qui sont dans ce pays ne sont pas compétents qu'on m'a fait appel? Non. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un marché dynamique, nous sommes dans un environnement dynamique et le transfert de compétences, le partage d'expérience est très important. On a peut-être fait un diagnostic où on a estimé que pour mettre en œuvre des réformes, pour mettre en œuvre un certain nombre de priorités, il était important de faire appel à des compétences extérieures. Des compétences, il faut les chercher où est-ce qu'elles se trouvent. Si on avait eu ces compétences qui répondaient non seulement en termes de qualification professionnelle, mais en termes de savoir-faire et de savoir-être, et qui répondait à un certain nombre de paramètres pour avoir ces postes-là, je pense que progressivement, on va leur permettre d'aller vers cela. Donc, ce n'est pas parce que nous n'avons pas ces compétences-là. Nous avons des cadres dans notre pays, nous avons de la ressource, mais il y a un certain nombre de paramètres qui rendent qui permet aujourd'hui de dire, par rapport à cela, des gens ont fait ailleurs, il faut les mettre là et faire en sorte que nos concitoyens puissent apprendre davantage d'eux. C'est moins coûteux que de prendre 40, 50 personnes, de les envoyer à l'étranger, faire une formation de 2 ans, 3 ans, revenir, alors que ceux qui sont là ne maîtrisent pas forcément l'environnement. Moi, je vois aujourd'hui le positionnement des expatriés à des postes de responsabilité comme des expériences, de partage d'expériences, d'échanges pour pouvoir faire en sorte que de plus en plus nos compatriotes puissent avoir les mains, puissent comprendre et s'approprier un certain nombre de management. Nous avons des Béninois qui l'ont fait ailleurs, nous avons des Béninois qui occupent des postes de responsabilité dans d'autres pays, ça n'émeut personne. Nous avons toujours été fiers de dire tel Béninois est ministre conseiller, tel Béninois est DG de telle société. Je pense que dans l'universalité des compétences, dans l'universalité entrepreneuriale et de développement, on devrait être davantage réceptif à accepter que d'autres viennent occuper ces postes-là. Mohamed Labidi, vous avez aussi la responsabilité de pouvoir répondre à la question en si peu de temps. Est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est un désaveu pour les cadres de l'administration béninoise? Est-ce que c'est un désaveu pour les Béninois? Mais ce qui s'annonce là, c'est un remplacement total. Parce que, je suis désolé de vous le dire ainsi, et moi j'ai eu déjà ma réponse à travers ce que Lukman Tidjani vient de dire. Vous voyez, ce qui se passe là, c'est la suite logique du premier sujet dont on a parlé, c'est-à-dire le problème, la crise de confiance. C'est un problème de confiance qui amène à ce qu'on ne puisse pas trouver parmi Béninois des cadres compétents qui puissent diriger des directions de structures étatiques. On ne parle pas là des structures, des domaines pointus. Diriger une direction des douanes,
diriger une société telle que la SBE, le port. Vous me dites qu'on ne peut pas trouver des cadres compétents ici, alors que nous avons des cadres que nous formons dans nos universités. Nous avons par exemple la Haute École Régionale de Commerce internationale. On ne va pas faire de Il y a combien de Béninois qui sont formés là? On ne va pas faire de la publicité à des écoles. Ce n'est pas là le problème. Puisqu'on parlait d'une école, il y a combien de Béninois qui sont formés là? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Moi, j'en connais assez qui sont formés là. Il n'y a pas que des Béninois qui sont formés là alors. Écoutez, vous êtes en train de poser le problème du fait que ceux que nous formons, soit c'est ça que vous êtes en train de dire, soit vous êtes en train de dire autre chose, que ceux que nous formons n'arrivent pas à le faire des directions de structures étatiques. Ce que nous formons, ce que nous disons, ce n'est pas que le fait d'amener des gens, si l'on s'inscrit dans un domaine pointu et que l'on vise dans un domaine technique pointu et que l'on vise par exemple à terme le transfert de compétences pour que les nôtres aussi puissent être au fait, parce qu'une compétence qu'on amène d'ailleurs, ça coûte ce que ça coûte. Et on ne nous le dit pas. Les directeurs, elle ne coûte pas plus cher que les compétences que nous avons pendant 30 ans et qui ont dilapidé. Écoutez-moi, celui qu'on a amené à la tête de la SBE et qui est parti, elle ne coûte pas non seulement on ne nous a pas dit, elle ne coûte pas plus cher non que seulement les compétences que nous avons mis. Non seulement on ne nous a pas dit ce qui n'a pas marché, parce que quand on nomme quelqu'un, c'est pour l'atteinte des résultats. On ne nous a pas dit quel était l'objectif attendu. Est-ce que ça a marché ou pas? On ne nous l'a pas dit. On ne vous le dira pas sur le marché. Écoutez, le minimum dans la gestion d'un pays, c'est un minimum de transparence. Tout le temps. Et donc, tout le temps où il y a eu des nominations, des gens suivez-moi. Et à partir de ce moment, des nominations, des gens ont été relevés. On n'est jamais venu sur la place publique dire pourquoi ils ont été relevés. À quoi aujourd'hui vous attendez? À partir de ce moment, on n'a pas dit ce qui n'a pas marché. D'accord? On va amener, on continue dans la même logique pour aller vers ce qui semble, qui est évident être, c'est un remplacement total. On finira par dire, écoutez, on finira par dire qu'on ne peut même plus trouver parmi nous quelqu'un qui puisse être ministre. Qu'on finira peut-être par dire qu'on ne peut même plus trouver parmi nous quelqu'un qui puisse diriger le pays. Et là, on ira aussi chercher ailleurs quelqu'un qui viendra diriger le pays. Qu'on a trouvé parmi nous des gens pour diriger des sociétés d'État depuis près de 20 ans, 30 ans. Quels ont été les résultats? Quels ont été les La SBE est dirigée. La Sonacop a été dirigée pendant des années. S'il vous plaît. La Sonacop a été dirigée pendant des années. S'il vous plaît. La Sonacop a été dirigée. L'exemple concret. Je vous donne des exemples de sociétés d'État. Je vous donne des exemples de sociétés concrets. Je vous donne des exemples de sociétés d'État qui ont été dirigées par nos compatriotes qui sont tombés en faillite. Alors, je vous donne des exemples. On a encore juste quelques secondes. Je vous donne des exemples de sociétés d'État. C'est la société. Et je vous donne l'exemple de la Sonacop. Est-ce qu'elle a été mieux dirigée avec le blanc? Et je vous donne très bien. Est-ce que les résultats ont été atteints au mieux? Les Noirs ont dirigé le Béninois a fait. C'est de cela qu'il est question. Et à partir de ce moment, si vous venez dire aujourd'hui, si on avait en fait l'opportunité à d'autres personnes de venir, peut-être que la Sonacop pour diriger des structures étatiques, pour diriger des directions. Si on avait offert l'opportunité, si on avait offert cette énorme opportunité de la SBE à des sociétés comme la Sonacop, elle ne serait pas en faillite. De confiance qui fait que la prise de confiance, ce n'est pas une prise de confiance, ce n'est pas entre les votants et les élus, mais c'est aussi entre les gouverneurs et les cadres de la société. C'est un style de management. Il y a une crise de management adaptée. Il y a une crise de management adaptée aux besoins et aux priorités de nos entreprises. Ce n'est pas une crise de confiance. Alors, merci. Non, c'est bon, c'est bon. Je vous dis, aujourd'hui, on a terminé. On a vu pendant 30 ans des Béninois, de nos compatriotes diriger des sociétés. La SBE, la Sonacop qui est tombée en faillite parce qu'elle est tombée en faillite, elle n'y a été dirigée pendant des années par des Béninois. On a vu des Béninois faire. On a vu un certain nombre de crises. Donc le résultat n'est pas bon, c'est ça? On n'a pas eu de résultats, mais des gens ont eu des résultats ailleurs. Qu'est-ce qui nous empêche dans l'universalité des compétences, dans l'universalité de partage, de faire venir tout le monde apprendre à leur côté et d'aller vers la croissance économique et la venir. Merci Mohamed Liamidi. Vous êtes acteur politique. Merci Mohamed Liamidi, acteur politique du parti RLC Restaurer la Confiance. Lukman Tidjani, acteur politique aussi. Vous êtes du parti Bloc Républicain, il faut le dire quand même. Merci infiniment à vous deux d'être venus échanger, d'être venus croiser les fers. C'était assez chaud.